Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais un peu remonter le temps, puisque moi je vais vous parler de peinture un peu plus ancienne, d'art un peu plus ancien, vous verrez. Donc ma question initiale, c'était pourquoi tourner son regard vers le champ artistique en ces temps de crise écologique systémique. C'est un geste qui n'est pas évident a priori, on peut se demander à quoi ça sert de faire ça. C'est un geste qui peut sembler un peu hors de propos, voire carrément ridicule pour certains. La question, c'est en effet comment penser à un rôle de l'art dans une situation qui apparaît d'abord politique, économique, d'ordre militant, et comment penser que l'art puisse avoir une effectivité sur cette crise qui se déploie à si grande échelle et qui recouvre tant d'enjeux différents. L'hypothèse qui ouvre aujourd'hui mon propos, que je voudrais partager avec vous et qui constitue un des vecteurs de ma recherche actuelle, et que, à mon sens, une des manières de convoquer légitimement l'art dans cette réflexion autour de la crise écologique est d'aborder la crise écologique comme étant une crise de beaucoup de choses, mais étant aussi une crise de la sensibilité. Quand je dis crise de la sensibilité, ça implique nécessairement un déplacement de la focale qu'on utilise habituellement. Ça veut dire que ce qui est en crise, ce n'est pas seulement ou strictement le vivant lui-même, même s'il l'est bien, on est d'accord, mais que c'est aussi une crise de notre relation au vivant. C'est pour ça que je parle de crise de la sensibilité et pas de crise du sensible. Alors qu'est-ce que ce serait cette crise de la sensibilité ? On pourrait à minima la décrire comme une sorte de réduction ou d'appauvrissement de la gamme d'affects et de percepts qui nous connectent au monde sensible dans toute sa richesse, toute son intensité émotionnelle. Et ce, en raison de beaucoup de facteurs, mais entre autres en raison de la réification de la nature qui a été opérée pendant la modernité, de cette conception relativement limitée du vivant que la modernité a véhiculé. Évidemment, on pourrait observer cette crise de la sensibilité sur beaucoup de terrains, mais par des formations professionnelles, j'ai choisi d'enquêter sur cette crise à travers l'histoire des formes artistiques. Et donc c'est ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, de regarder un genre pictural particulier avec lequel vous êtes probablement tous familiers, qui est la peinture de paysage, et de voir comment ce genre pictural est à la fois un révélateur de cette crise de la sensibilité au vivant, et aussi, dans certains cas, dans le travail de certains artistes, dans certains tableaux, un lieu de reconstitution possible, de relations plus riches au vivant. Alors, mon énigme de départ, quand j'ai commencé à m'intéresser à la peinture de paysage, ce qui n'était pas mon premier sujet, c'est que j'avais un sentiment d'absence du vivant. Ce qui est un sentiment assez paradoxal, puisque comme vous le savez très bien, la peinture de paysage, c'est le genre occidental par excellence où la nature est représentée. Donc pourquoi avoir un sentiment d'absence dans ce cas-là ? Peut-être il est utile d'ajouter que ce sentiment d'absence du vivant dans la peinture de paysage m'est apparu au même moment où, de mon côté, j'ai développé des pratiques naturaliste, donc pas au sens de Philippe Descola, mais au sens plutôt de l'expédition du Beagle de Darwin, si vous voulez, des pratiques de pistage des animaux sauvages, donc de lecture et d'interprétation d'indices laissés par les vivants, des pratiques de cueillette. C'était concomitant à un développement de ces pratiques-là que ce sentiment a émergé. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on peut entendre par là, par sentiment d'absence dans la peinture de paysage. Et je pense qu'on peut commencer par une brève généalogie. Alors pour ceux qui sont très capés en histoire de l'art, ça vous semblera sans doute grossier, je m'en excuse par avance, mais vous vous doutez bien qu'en 20 minutes, je n'ai pas pu vous faire une histoire exhaustive. Donc une généalogie de l'apparition de ce genre de la peinture de paysage, qui à mon avis peut constituer une première source de réponse pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le sentiment que le vivant n'est pas présent dans la peinture de paysage. Donc si vous voulez, encore une fois à grands traits, le paysage, bien qu'on retrouve, comme l'a rappelé Paul Ardenne, des éléments de paysage très tôt dans l'Antiquité, il fait son apparition en peinture par la fenêtre à partir du XVe siècle, dans le cadre de portraits ou comme arrière-plan de représentations religieuses. Et il prend de plus en plus de place pour occuper bientôt toute la surface de la toile, et ce à partir du XVIIe. Comme on peut le voir ici chez Nicolas Poussin. Donc ça c'est un peu la narration assez classique que vous retrouvez chez beaucoup d'historiens d'art de cette apparition de la peinture de paysage. Et on pourrait
Cependant, malgré le fait qu'on a l'impression qu'il y a de fait une autonomisation de la représentation de la nature, puisqu'elle occupe maintenant toute la surface de la toile, si on se concentre notamment sur la peinture d'Europe du Sud française et italienne, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la nature devient véritablement le sujet du tableau? C'est compliqué à formuler comme tel, parce que, comme vous le voyez ici sur cette toile par exemple, vous le voyez assez mal d'ailleurs, c'est que le monde vivant est mobilisé comme un décor pour une scène mythologique, historique, biblique, et la nature n'est pas le centre du tableau. Et c'est ce qui nous explique l'abbé Dubos en 1719. Il nous dit « Le plus beau paysage, fût-il du Titien ou du Carache, ne nous intéresse pas plus que le ferait la vue d'un canton, d'un pays affreux ou riant. Il n'est rien dans un pareil tableau qui nous entretienne, pour ainsi dire, et comme il ne nous touche guère, il ne nous attache pas beaucoup. Les peintres intelligents ont si bien senti cette vérité que rarement ils ont fait les paysages déserts et sans figures. On parle d'ailleurs plus souvent des figures de ces tableaux que de leurs terrasses et de leurs arbres. » Donc, ce qu'on observe, en fait, c'est que la peinture de paysage a du mal à s'émanciper de cet autre genre, qui est le genre considéré comme très noble, le plus noble à cette époque-là, qui est la peinture d'histoire, parce qu'on a l'impression qu'en fait, si on représente le paysage sans scène humaine, celui-ci n'a plus aucun intérêt, et surtout, plus aucun intérêt, que ce n'est plus lisible. Qu'en fait, s'il n'y a pas de scène humaine, d'action humaine représentée, il n'y a rien à lire, il n'y a rien à voir dans la nature. Et c'est une position qu'on retrouve au début du XIXe siècle chez notamment Pierre-Henri de Valenciennes, qui est bien conscient de ce problème, de la lisibilité de la nature, et qui essaye de trouver du sens dans la nature en elle-même, si je le cite. Et donc il a une idée qui va vous être assez familière parce que notre conception de la peinture de paysage est fortement héritière de ce moment-là de l'histoire, qui est qu'il dit « Ok, on va abandonner la représentation des scènes historiques, mais le paysage, ce sera le lieu de la mise en exergue des, je cite, qualités expressives de la nature. » Alors, là encore, on pourrait dire, bon bah voilà, formidable, il n'y a plus de scène humaine, d'action humaine, donc il y a une autonomisation de la représentation du vivant. Mais encore une fois, c'est un peu plus compliqué, parce que dans ce nouveau modèle, et là je cite encore Valenciennes, l'artiste ne fait pas alors le froid portrait de la nature insignifiante et inanimée, il la peint parlant à l'âme, ayant une action sentimentale, une expression déterminée, qui se communique facilement à tout homme sensible. Donc là vous voyez, certes, le paysage n'est plus le décor d'une action humaine, mais ça reste néanmoins le décor d'autre chose, le décor des passions humaines qu'on va représenter. Et donc là, c'est toute la tradition romantique que vous devez connaître un petit peu. Et ce qui montre que, voilà, ce qui met à mon avis aussi en avant qu'on n'a pas seulement une contrainte historique liée à dont je parlais en parlant d'une difficile émancipation de la peinture du paysage depuis la peinture d'histoire, on a aussi une contrainte ontologique où, comme on le voit dans le propos de Valenciennes, on estime que la nature en elle-même est insignifiante et inanimée, qui sont des termes extrêmement naturalistes cette fois-ci au sens du Descola, et donc il faut que ce soit quand même le décor de quelque chose d'humain, et donc le décor, par exemple, des passions, d'un sentiment, ici la mélancolie par exemple. À cette généalogie de la place du vivant, il y a un deuxième élément de généalogie qui est important à rappeler pour comprendre ce sentiment d'absence du vivant, qui est la technique de représentation qui est caractéristique de la peinture de paysage. Je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites à ce sujet, qui est la perspective linéaire, qui a été analysée notamment par Philippe Descola comme une forme symptomatique de l'ontologie naturaliste. Donc très brièvement, la perspective linéaire est construite en fait à la fois sur une organisation mathématique, c'est-à-dire objective de l'espace, et sur une perception subjective de celui-ci, puisqu'elle se déploie à partir de la position arbitraire d'un observateur. Cette construction du paysage, elle confère donc à l'humain une sorte de position d'extériorité et aussi un sentiment de maîtrise sur l'espace représenté, puisqu'on a l'impression que l'espace se déploie à partir de notre œil, et que c'est notre œil qui organise l'espace, et donc dans le cas du paysage, qui organise la représentation des vivants. Donc on a ces deux éléments de généalogie, qui est à la fois une très longue tradition de la représentation de la nature, du vivant comme décor, plus le fait que le vivant est conçu comme étant configuré toujours à partir d'un point de vue humain. Et ces deux éléments, à mon avis, permettent
de cerner ce qu'on peut entendre par absence du vivant dans la peinture de paysage. En fait, c'est une absence de représentation des vivants comme étant eux-mêmes des points de vue. C'est le point, c'est ce que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'entends quand je parle du point de vue des vivants? Alors, je ne parle pas bien sûr strictement de leur regard, c'est dans un sens un peu plus élargi. Qu'est-ce que c'est avoir un point de vue? C'est être un centre configurateur de l'espace autour, qui conséquemment devient objet pour un sujet configurateur, et que traduit assez bien le mot environnement. Il n'y a jamais d'environnement en soi, il y a toujours un environnement pour un sujet configurateur. Il y a un terme qu'a trouvé le philosophe Emanuele Coccia dans son ouvrage La vie des plantes, qui est assez beau. Lui s'intéresse aux végétaux, et donc il essaie d'expliquer que les végétaux sont aussi des centres configurateurs, mais les végétaux, comme vous le savez bien, n'ont pas la vue. Et donc il parle de point de vie, plutôt que de point de vue. C'est un joli terme qu'on peut convoquer ici, pour justement dire la manière dont un être vivant configure l'environnement physique autour de lui en un milieu vécu. Et bon, c'est une réflexion que je n'invente pas, bien sûr, qui trouve son origine chez Jacob von Uexküll, chez Canguilhem, et qui définit chaque vivant comme un centre qui configure et pondère l'environnement physique autour de lui. Être un point de vie ou un point de vue, c'est être un point de vue irréductible sur le monde, un pôle configurateur de sa propre expérience, qui sécrète et transporte avec lui ses propres évaluations, ses propres valeurs. Ce qui manquerait ainsi dans la peinture de paysage, c'est la représentation des autres qu'humains comme étant des points de vue. Et il y a un autre terme qui est assez proche, qui est difficile à manipuler, mais qui je pense est intéressant, qui est comme habitant. C'est-à-dire, on ne représente pas les vivants comme habitant l'espace dans lequel qu'on représente. Et habitant, c'est difficile de dire ce que c'est précisément, mais par la négative, ça veut dire être autre chose qu'un décor, être autre chose qu'un environnement, être autre chose qu'un support de projection émotionnelle pour les humains. Voilà, à minima. Ma question, c'est, alors même qu'il y a toutes ces contraintes qui pèsent sur la peinture de paysage, contraintes historiques, on l'a vu, contraintes ontologiques, parce qu'on sait dans ce contexte naturaliste où on a quand même beaucoup de difficultés à reconnaître les vivants comme point de vue, est-ce que certains artistes sont parvenus tout de même, dans ce contexte très contraint, à restituer quelque chose du point de vue des autres vivants dans la peinture de paysage? Et donc c'est ce que je voudrais vous montrer ici. Alors bien sûr, ça aurait été beaucoup mieux si je pouvais vous présenter 5, 6 artistes, je ne peux pas évidemment. Donc, j'ai choisi 2 tableaux, 2 œuvres, une peinture plus ancienne, pour vous montrer que ce n'est pas forcément quelque chose qui apparaît avec l'art contemporain, mais que c'est des problèmes qui ont pu être pris à bras-le-corps par des peintres assez tôt, et un artiste de paysage contemporain. Le premier peintre, donc c'est un peintre dont on a parlé Paul Arden, donc ça tombe assez bien, c'est Frederick Church. Alors Frederick Church, c'est donc un peintre de paysage américain, probablement l'un des plus connus, comme l'a dit Paul Arden. Et je vais vous parler d'un de ses chefs-d'œuvre, qui est Le Cœur des Andes. Et c'est un tableau donc on pourrait réaliser sous plein d'angles différents, mais donc celui qui m'intéresse ici, c'est que Frederick Church a comme particularité de faire des paysages qui, quand on les regarde de très loin, parce que, là vous voyez, bien sûr, il a fait beaucoup de voyages en Amazonie, dans les Andes, etc., parce qu'il était très intéressé par les travaux d'Alexander von Humboldt et par Darwin. Quand on regarde ces paysages-là, on a une impression de profusion, de luxuriance, qui en fait s'accentue quand on regarde de près le tableau, parce que je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais il y a des détails absolument hallucinants de précision dans la représentation des végétaux, et de façon très étrange en fait, que vous regardiez au premier plan, ou ici c'est plutôt le deuxième plan, on a un même degré de détail, ce qui est très rare dans la peinture de paysage, parce que plus on s'éloigne dans les plans, plus c'est censé être flou. Non seulement on a un degré de détail très grand, détail très grand parce qu'on peut identifier des espèces. Par exemple, on peut identifier des aracées, là, en bas, à droite du tableau. Et ça, c'est assez peu commun aussi dans la peinture de paysage. Vous êtes sûrement des meilleurs botanistes que moi. Si vous faites attention, c'est assez rare de pouvoir identifier des essences végétales. Par ailleurs, ce qu'il fait aussi, c'est que, par exemple, dans ce bouquet d'arbres, certes c'est la même essence, mais chaque individu, c'est-à-dire chaque arbre, est peint de façon singulière, c'est-à-dire qu'il a sa propre inclinaison, sa propre coloration de tronc. Ce n'est pas un bouquet d'arbres comme ça, anonyme, qui se ressemblent tous sur le même modèle. Ce qui fait qu'en fait, il arrive à donner une sorte, son traitement pictural,
qui est très précis, à savoir que c'est très dessiné. Et puis par ailleurs, c'est ce qu'on appelle en histoire de l'art en touche lisse. C'est-à-dire qu'en fait, il vous laisse voir tous les détails. C'est pas ce qu'on appelle une touche fragmentée. Une touche fragmentée, c'est quand le peintre veut vous donner une impression de flou. Et donc il va peindre avec une touche qui donne plus l'impression voilà, de mouvement. Et justement, c'est ce qui est traditionnellement utilisé pour présenter les végétaux en paysage, pour dire justement c'est un décor. Et l'action humaine, elle va être représentée en touche lisse, vous voyez? Et c'est exactement ce que ne fait pas Church. Et c'est pour ça que je parle de ces tableaux en disant que Church peint les végétaux comme des visages, parce qu'en fait, ce traitement pictural-là, c'est le traitement qu'on réserve normalement, traditionnellement en peinture, aux figures humaines, mais plus encore particulièrement aux visages. Et par exemple, ce tableau de Manet, que vous connaissez évidemment, si on fait un zoom, vous voyez la différence de traitement. Alors ici, c'est pas le cadre où c'est le plus frappant, mais vous voyez une différence de traitement quand même entre le visage de probablement Berthe Morisot sur la gauche et sa voisine. Vous voyez bien la différence de dessin, de précision, et ça c'est un signe très clair pour le peintre pour vous dire c'est elle le personnage important, c'est elle que je veux que vous regardiez. Et donc Church, en faisant ça avec des végétaux, il nous dit regardez, en fait, c'est intéressant, c'est digne d'être vu, ça mérite votre attention. Et ça, c'est assez étonnant. Maintenant, j'aimerais vous présenter un peintre contemporain, toujours américain, qui s'appelle Tom Utek, qui est un peintre merveilleux. Je vous encourage vivement à aller regarder tout son travail. Qui fait quelque chose qui a un style très étonnant, je vais vous le montrer tout de suite, et qui a en fait un art de la maîtrise de la composition picturale qui est porté à un degré assez élevé. La composition picturale, c'est quoi? C'est toutes ces structures invisibles qui permettent au peintre d'organiser la surface de la toile. Donc vous ne voyez pas forcément les lignes qui composent la toile, mais ça sert au peintre à vous dire voilà dans quelle direction vous devez regarder, ce qui a plus de valeur, ce qui est plus intéressant. Et même si vous ne pensez pas, j'imagine quand vous regardez un tableau en disant tiens il y a cette ligne là, votre œil lui le pressent. Et c'est ce qui fait que vous savez où porter votre regard dans un tableau. Et c'est très intéressant la composition picturale parce que ça permet de représenter des choses assez fines, des choses invisibles justement, des relations par exemple. Ici, vous avez ce tableau de Tom Utek dans un titre. Tous ces tableaux ont des titres en langue ojibwé, donc je ne le prononcerai pas. Mais la traduction, c'est Hope of Good Things to Come. C'est un tableau de 2009. Et donc, vous voyez ici quelque chose d'assez étonnant. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, peut-être vous le verrez mieux là. En fait, ce personnage au milieu, c'est un ourson même probablement, qui, si vous voulez, adopte la position assez classique de la peinture de paysage d'un observateur qui redouble la position du spectateur qui regarde le paysage, d'accord? Sauf que là, c'est un ours. Alors, donc, déjà, il y a un premier jeu où l'ours occupe la place traditionnellement associée à celui qui a le point de vue normalement, l'humain. Donc on se dit, bah voilà, c'est une première façon de restituer le fait que l'ours aussi a un point de vue. Mais on pourrait dire c'est un peu pauvre comme geste parce que finalement l'ours n'est qu'une sorte de calque du point de vue humain, alors qu'en fait vous savez tous que la perspective d'un ours n'est pas la perspective d'un humain sur l'environnement. Mais si on analyse la composition, on se rend compte que c'est un peu plus fin que ça, ce que nous propose Utek dans cette restitution d'une perspective animale. Puisque, alors là je vais faire mon historienne d'art, je m'en excuse par avance si certains n'apprécient pas ce genre d'analyse, qui est que vous voyez donc c'est pas une perspective linéaire au sens strict parce qu'elle n'est pas parfaite, mais néanmoins il y a des lignes de fuite, ou en tout cas lignes de force. Si vous voyez traditionnellement la position du spectateur dans la peinture de paysage, c'est au centre du tableau, là c'est une ligne qui est d'ailleurs soulignée parce que vous voyez il y a un tronc en bas au centre qui est allongé par terre, vous voyez, donc ça nous dit ça c'est une ligne de force du tableau. Et donc c'est la position du spectateur. Et vous voyez que la position du spectateur, c'est pas exactement, donc qui est soulignée d'ailleurs par d'autres éléments, d'autres troncs que vous ne voyez pas très bien. Vous voyez, il y a tout un jeu de lignes au sol. Ça, ce serait le point de fuite, faux, enfin inexact, mais ce serait le point de fuite de la position humaine du spectateur. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que l'ours, lui, a ses propres lignes de fuite et ses propres lignes de force dans le tableau, dans la composition, qui ne recoupent pas du tout celle du spectateur humain. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que par ce jeu de composition, en fait, Utek arrive à nous faire voir un paysage où il y a une coexistence
une coprésence de deux perspectives. Alors là, au sens, bien sûr, d'abord littéral, c'est-à-dire deux, comment dirais-je, perspectives plastiques, mais plus loin, ça veut dire en fait, on est deux points de vue dans ce tableau. Il y a celui qui regarde et celui qui est regardé qui ne se fond pas avec le spectateur humain. Par ailleurs, cet ours, il est de dos, ce qui, dans la tradition du paysage, a pour intérêt de faire en sorte que vous ne focalisiez pas sur le visage qui happe des humains, mais que vous regardiez effectivement le paysage et qu'il y ait une identification assez facile parce que le personnage est de dos. Là, le fait que l'ours soit de dos, finalement, ça a aussi un autre sens. C'est-à-dire que dans la peinture animalière où les animaux sont représentés, ils sont très rarement représentés de dos, ils sont représentés de face ou de profil, et donc ils s'offrent à votre regard. Là, l'ours, il ne vous regarde pas, ça ne l'intéresse pas vraiment que vous soyez là en train de le regarder, donc c'est une façon aussi de ne pas poser l'ours comme pur objet pour le regard humain. Et bon, bien entendu, il y a aussi tout un autre jeu avec, une réflexion aussi sur les points de vue et les perspectives par la multiplication, ce qui peut être le point le plus significatif du tableau, de toutes ces présences animales à la surface de la toile. La surface de la toile est carrément saturée. Et on a on a une chouette lapone ici et probablement une chouette tachetée, vous voyez, au milieu de la toile, enfin du détail ici, qui vous regarde et qui du coup, en tant qu'elle vous regarde aussi, vous indique qu'elles aussi, elles sont des perspectives, elles aussi, elles ont un point de vue sur leur environnement. Et donc finalement, ce qui arrive à faire émerger UTEC, c'est qu'un paysage, malgré toutes les contraintes qui pèsent là sur ce genre-là, et Paul Ardenne l'a rappelé, le fait qu'un paysage c'est toujours vu par, et donc toujours vu d'abord par un humain qui est le peintre, fatalement, il arrive quand même à faire émerger le paysage comme un lieu où on peut, représenter une sorte de circulation entre les points de vue, entre les points de vue humains, celui du spectateur notamment, du peintre, et non humain, d'autres vivants si vous voulez. Et il me semble que c'est un enjeu assez intéressant pour l'histoire de l'art, d'imaginer, et pour les enjeux écologiques qu'on traverse aujourd'hui, d'imaginer que le paysage puisse être un territoire partagé entre humains et vivants, qu'on puisse représenter ça et qu'il soit structuré par cet ensemble de perspectives et pas seulement par une perspective humaine. Il me semble que c'est un enjeu important. Merci beaucoup.